Bonjour à tous, ici Lucas Marchand, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit tour d'horizon de la manière dont je lis les marchés en ce moment. Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que je regarde de près? Comment vous pouvez éventuellement comprendre ce qui est en train de se passer en bourse, en crypto, en économie, où va l'économie mondiale et donc les marchés dans les prochains mois. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. J'essaie de rassembler les pièces de ce puzzle qui est difficile à appréhender. Je vous présente aujourd'hui quelques slides qui vont peut-être vous aider à mieux comprendre ce qui se passe et qui vous aideront aussi à comprendre comment moi je réfléchis à tout ça. On commence tout de suite. Je vais vous présenter d'abord ce graphe qui est tout simplement le Nasdaq. Alors le Nasdaq est intéressant puisque on constate que depuis novembre, on est sur une chute de à peu près 31%. Le jour où j'ai créé ce tableau. Une correction très forte. Ce qu'on lit aussi dans ce graphique, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que les investisseurs, et ce que j'appelle les néo-investisseurs, ont traversé une période difficile après être entrés sur le marché pour beaucoup en 2020 avec le Corona Crash. Il y en a beaucoup qui sont arrivés sur le marché, moi-même qui dirige Vauban Édition et qui donc commercialise des publications boursières et crypto. J'ai vu une arrivée massive de nouveaux investisseurs. Ces nouveaux investisseurs, ils sont arrivés pile au plus bas des marchés, en mars, avril, mai, juin 2020, juste avant des injections monétaires massives, des interventions massives, du quantitative easing, en veux-tu, en voilà, de la part des banques centrales du monde entier. Donc ils ont bénéficié d'une liquidité extraordinaire qui a porté l'économie et porté les marchés financiers, en particulier certaines actions à la mode. Vous avez sûrement entendu parler de Wall Street Bets, vous avez entendu parler des actions de la tech, vous avez entendu parler aussi des cryptos. Tout ça a été porté par cette liquidité. Le problème que moi je vois avec ça, c'est que les nouveaux investisseurs, par définition, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc quand ils arrivent sur le marché et qu'ils font x2, x3, x10 en quelques mois, ils peuvent penser que c'est comme ça que ça se passe toujours. Ou ils peuvent penser qu'ils sont des génies et qu'ils savent choisir les bonnes actions. Après tout, ils sont allés voir sur Internet comment ça se passe, etc. Donc on peut penser que ces gens-là ont continué à investir en 2021 jusqu'au moment où on a eu de l'inflation qui est arrivée et puis une économie qui surchauffait. Et donc il a fallu que les banques centrales interviennent et il a fallu que les taux remontent et on a assisté à ce qu'on appelle un quantitative tightening, donc un resserrement de la politique monétaire. On récupère l'argent qu'on a injecté sur les marchés, on rend le coût de l'argent plus cher, c'est-à-dire les taux d'intérêt deviennent plus élevés, et donc c'est quelque chose qui est forcément négatif pour les marchés et qui s'impacte, comme vous le voyez sur le tableau là, depuis novembre 2021 pour le Nasdaq. Une chute de 31%, ce n'est pas anecdotique, c'est une chute qui est importante et c'est une chute qui crée de la peur, de la panique et, à mon avis, de la capitulation chez beaucoup de néo-investisseurs qui n'étaient pas prêts à faire face à ça. Cette chute, on la retrouve aussi sur le Bitcoin, moins 61%. Alors c'est plus que les 30% du Nasdaq, mais c'est proportionnellement moins violent en réalité par rapport à la volatilité du Bitcoin. D'ailleurs, vous voyez sur le graphe là qu'il est dans un range de consolidation entre 28 000 à peu près, 26 000 et 65 000, 66 000, alors que le Nasdaq, lui, est clairement dans une logique baissière par rapport à son graphe. Ce qui me donne un biais plutôt positif sur le Bitcoin qui, par rapport au Nasdaq, s'en sort plutôt pas si mal et qui, graphiquement, est un peu moins en mauvaise posture. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces prix. Les actifs de croissance, en particulier les crypto-monnaies, mais aussi, depuis un peu moins de temps, l'ensemble des marchés, souffrent devant des craintes de resserrement monétaire et maintenant devant des craintes de récession. Ça fait qu'il y a un consensus qui est en train de s'établir et ce consensus, il est baissier. Si vous allez sur Twitter, si vous allez sur YouTube, si vous allez dans la presse mainstream, si vous allez dans la presse spécialisée, vous allez avoir des discours qui soit vont tendre à vous faire peur, soit vont tendre à vous
à ce que vous fassiez preuve de prudence, que vous n'achetiez pas, que vous attendiez, que vous essayez de temporiser. On va vous dire qu'il faut timer le marché. Quand vous avez des gens qui sont comme ça, très axés sur le trading et attendre le bottom, c'est souvent qu'on est dans un phénomène de peur où les gens ont peur d'acheter au mauvais moment et donc ils préfèrent pas trop se mouiller en vous disant on va attendre, etc. Pour ma part, je pense que quand on est un investisseur long terme, on cherche simplement à acheter des bons prix, que ce soit pendant que les marchés baissent ou pendant qu'ils montent. On essaye d'acheter moins quand on trouve que les prix sont trop chers et on essaie d'acheter plus quand on trouve qu'ils sont pas chers. La question, c'est est-ce que les prix sont pas chers aujourd'hui? C'est ce que j'essaie de comprendre en ce moment et je pense que la réponse est nuancée. Ça dépend des actifs et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ça, c'est le graphe du prix du pétrole. En 2020, il est passé en négatif brièvement. Sur le prix que vous voyez là, on a une hausse de 551% depuis le plus bas du pétrole jusqu'à maintenant. Et donc, ça, c'est un consensus haussier. Les investisseurs qui sont en énergie, ils sont euphoriques. Tout le monde dit que les prix vont continuer à monter, que c'est inévitable. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la guerre, il y a les Américains qui n'arrivent pas à forer des nouveaux puits. On a un consensus qui nous dit les prix de l'énergie vont continuer à monter, c'est inévitable. Et on a des investisseurs dans l'énergie qui maintenant pensent qu'ils sont des génies, de la même façon que ceux qui investissaient dans la tech il y a quelques mois pensaient qu'ils étaient des génies. Et là, moi, je dis plutôt attention, parce que évidemment, cette hausse, même si elle est justifiée, et même si elle pourrait continuer, elle repose sur quand même un certain nombre de phénomènes et de situations de marché qui peuvent être passagères et qui peuvent changer très rapidement, en particulier en ce qui concerne la situation en Ukraine et la manière dont l'économie va s'adapter et réarranger l'apport énergétique. Évidemment, ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais ça a tendance à se passer plus vite que ce que les gens anticipent. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je suis de près et je suis plutôt méfiant sur ce... Je suis toujours méfiant en fait des consensus trop forts et on est dans un moment où il y a un consensus extrêmement fort pour dire que l'énergie est un trade facile. Or, aucun trade n'est jamais facile. On peut aussi voir, j'aimerais parler un petit peu de l'humeur des gens, en dehors du fait qu'ils veulent de plus en plus trader, on peut voir qu'ils sont aussi de plus en plus agressifs. Ça, c'est un signe qui est très fort quand vous investissez et quand vous regardez un petit peu la température sur le marché. Vous allez voir, c'est quelque chose qui se vérifie très bien si vous allez sur Twitter voir comment discutent les personnes qui sont impliquées dans la finance ou dans les cryptos ou dans la bourse. On est beaucoup dans l'insulte, on est beaucoup dans le dénigrement, on est beaucoup dans l'enfonçage de portes ouvertes. Méfiance, ça veut dire qu'on n'est probablement pas loin d'un tournant. Et en tout cas, ça veut dire que l'émotion a pris le dessus et que donc on peut avoir des comportements irrationnels sur le marché. On passe à la suite. Ça, c'est un article de journal en anglais, mes excuses, qui nous dit que les startups de la Silicon Valley commencent à sentir passer un ralentissement dans leur secteur. L'époque de la monnaie facile, comme on l'a dit, est terminée pour le moment. Et donc, on assiste à des startups, à des business angels qui deviennent de plus en plus conservateurs. L'argent est en train de s'assécher et la discipline est en train de revenir dans ce secteur des startups et de la high-tech. On a vu des sociétés ici, ils citent les sociétés Stripe et Instacart qui sont en difficulté, qui procèdent à des licenciements. On a Amazon qui a déjà annoncé qu'ils avaient beaucoup trop de main-d'œuvre. En fait, on a toute une galaxie dans la tech qui sait déjà qu'elle est en train de rentrer dans une phase difficile. Ce n'est pas seulement l'inflation maintenant qui pose problème, c'est simplement leur environnement économique qui les affecte directement et qui les empêche de continuer à grandir facilement comme elles le faisaient avant, à s'endetter aussi facilement comme elles le faisaient avant. Ça, pour moi, c'est un signe de ralentissement économique. Et le premier général à tomber, c'était la tech, c'était les cryptos, et donc le Nasdaq. Et en dernier, dans la tech, on a vu les gros comme Netflix se prendre des énormes baffes, on a vu Snap récemment. Et ensuite, on voit les actions plus défensives, plus cycliques qui commencent à souffrir. Il reste le pétrole, comme je l'ai dit. Je pense que c'est peut-être le prochain prix,
le prochain cours, le prochain consensus qui va s'effondrer. Pourquoi je pense ça? Je pense ça parce que ce que vous voyez devant vous, c'est un graphique, c'est l'indice des directeurs d'achat aux États-Unis. Cet indice, il nous dit comment en fait va se porter l'économie dans les prochains mois. C'est un très bon indicateur et c'est un indicateur plutôt avancé. Ça veut dire qu'il nous dit ce qui va se passer plus tard. Et comme vous le voyez sur le graphique que je vous montre, on a eu depuis début 2020 une montée très forte de cet indice. Et là, on a eu un pic et une baisse très forte. Donc on peut s'attendre à voir continuer ce phénomène-là. Moi, je suis ça de près. Je pense que ça va continuer parce que en fait, tous les signaux s'alignent dans cette direction. Et c'est aussi pour ça que les marchés maintenant commencent à pricer une contraction économique, voire une récession. Et que ça va, si on a une récession, ça va impacter à ce moment-là tous les secteurs de l'économie, ou presque. Quand je dis tous les secteurs, c'est vraiment tous les secteurs, parce que ce que vous voyez maintenant, c'est les niveaux de vente de nouvelles maisons aux États-Unis. Et là encore, vous voyez exactement le même phénomène, l'argent facile, les niveaux des ventes qui augmentent en 2020, et puis on redescend très fort. Et là, on se retrouve avec la plus forte chute depuis 2013. Donc l'économie, elle ralentit aux États-Unis très fortement et très rapidement. Ça, il faut bien le prendre en compte parce que ça va définir ce qui va se passer dans les prochains mois de façon assez essentielle. Autre chose que je voudrais vous montrer, qui souligne en fait ce qui se passe en plus d'avoir un ralentissement économique, ça c'est le niveau des inventaires dans le retail, dans la vente. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est qu'on a une forte baisse des niveaux de stock chez les retailers en 2020. Vous voyez ce trou, c'est un trou qu'on n'avait quasiment jamais vu dans l'histoire de cet indice, et donc c'est historique. On a une remontée derrière, puis une rechute quand on a les deuxièmes fermetures Covid. Vous vous souvenez du papier toilette qui manquait dans les magasins. C'est tout ce phénomène-là de gens qui se sont rués sur les biens de consommation pour rénover leur maison, pour vivre à la maison dans cette ère Covid. Or, ce que vous voyez tout à droite du graphique, c'est que maintenant, les stocks, ils augmentent très vite. Et si vous voyez bien les dates, depuis 2016, on n'a jamais vu un pic pareil. Il n'est pas un peu plus grand que ce qu'on voit d'habitude, il est plusieurs fois plus grand que ce qu'on voit d'habitude. Et là encore, vous pouvez remonter jusqu'aux années 70 pour voir une hausse aussi importante. Donc, on est dans une période de tumulte depuis 2020. Ça marche dans les deux sens. On a des stocks qui peuvent baisser très vite. On a une économie qui peut se grandir très vite. Mais l'inverse est aussi vrai, les stocks peuvent se remplir très vite et les niveaux de consommation, les niveaux d'achat, les niveaux d'activité économique peuvent se résorber très très vite, surtout quand les taux augmentent et que la Banque centrale américaine et que bientôt les banques centrales européennes vont tout faire pour que cette économie ralentisse et que la demande baisse pour que les taux d'inflation puissent baisser à leur tour. Même chose ici. Par rapport à l'inflation dont je vous parlais à l'instant, ça, ce sont les ventes de voitures usagées aux États-Unis qui ont fait la une des journaux en 2020 parce que, un peu comme les inventaires qu'on a vus tout à l'heure, on a un pic en 2020 qui montre que jamais les voitures usagées n'ont été aussi chères. Et voilà, c'est un indicateur qui a été utilisé très fortement, qui a fait la une des journaux pendant le confinement. Mais maintenant, on ne vous parle plus du fait, en fait, que le prix des voitures il est en train de chuter très rapidement et que les stocks de voitures aussi sont en train d'augmenter et que donc ce premier indicateur, il y avait le bois, il y avait les voitures usagées, ces premiers indicateurs, ils ont connu leur pic et maintenant on a le phénomène inverse et donc les premiers prix très élevés sont en train de baisser. Il reste encore l'énergie, on en a parlé tout à l'heure. On n'est pas à l'abri de voir exactement le même phénomène sur l'énergie. Hier, on a eu l'OPEP qui a fait une déclaration, une simple déclaration, hein, voire même une rumeur. Je crois que c'était un article de journal qui disait que peut-être ils allaient augmenter leur production. Et ça a suffi pour faire baisser le prix du pétrole de plusieurs dollars en quelques minutes. Et donc ça, c'est le genre de phénomène qui vous montre qu'il y a de la tension sur le marché et que ce n'est pas si simple et que les choses peuvent changer très rapidement malgré tous les embargos pétroliers qui sont en train de se mettre en place vis-à-vis de la Russie.
Donc attention au consensus, méfiance sur ces trades faciles, méfiance sur les évidences. Adoptez une approche contrarienne, j'ai envie de vous dire, et méfiez-vous de ce qui paraît trop évident. Qu'est-ce que ça veut dire une économie qui ralentit et qu'est-ce que ça veut dire une inflation qui ralentit? Ça veut dire qu'on pourrait revoir la Fed baisser ses taux. Pour l'instant, ils n'en parlent pas encore. Mais on a eu, après avoir vu la Fed dire très souvent, très fortement, très puissamment qu'ils allaient augmenter les taux, ce qu'ils sont en train de faire, et ils vont continuer de le faire, probablement jusqu'en juillet. En tout cas, ils ont dit aussi qu'ils continueraient à le faire après juillet, sauf que ils ont bien vu ce qui est en train de se passer, ce que je viens de vous montrer, c'est que l'économie, elle n'est pas si forte que ça, et que les prix pourraient baisser très rapidement, et surtout que si on assiste à une dépression de l'économie, une récession, eh ben, ça peut être tout aussi, voire plus dangereux que de l'inflation. Et donc, la Fed, elle se prépare déjà à ce cas, à cette situation-là. Et il y a le directeur de la Fed d'Atlanta qui a déjà donné un indice, qui a d'ailleurs fait bouger les marchés. Il a dit qu'en septembre, alors qu'une hausse est prévue, il pourrait quand même y avoir une pause dans les taux. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que, encore une fois, on ne peut pas voir l'économie comme quelque chose de figé. On ne peut pas se dire que voilà, l'inflation, elle a démarré, donc elle va forcément continuer. Donc les hausses de taux, de taux directeurs vont forcément continuer. Tout ça, ça va dépendre de comment les choses se passent, comment l'économie s'adapte et comment les prix aussi s'adaptent. Donc attention aux certitudes, encore une fois, et rendez-vous compte que les choses peuvent bouger très très vite dans un sens comme dans l'autre. Ça, c'est à mon avis très important de le prendre en compte. Je veux vous montrer maintenant ce dernier graphique. Pour moi, il est aussi très important parce qu'en fait, tout ce dont je viens de vous parler, le but, c'est de savoir est-ce qu'on est dans un bon moment ou un mauvais moment pour acheter. J'ai coutume de dire que c'est toujours un bon moment pour acheter, mais il y a des meilleurs moments que d'autres, ça c'est sûr. Donc, l'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps à dire aux gens de faire attention dans mes lettres, dans ma newsletter. J'ai écrit aux gens le 21 novembre, je crois, j'ai vu ça hier. Je leur ai écrit le 21 novembre 2021 et je leur ai dit que ce n'était pas normal, que les prix étaient trop chers, qu'on allait sans doute voir une forte correction. Il se trouve que c'était de la chance, mais j'étais pile sur le top, en tout cas pour le Nasdaq. J'ai vérifié ça hier. Donc voilà, j'étais plutôt conservateur. On pouvait acheter, bien sûr, on peut construire son patrimoine à tout moment, mais ce n'était pas le meilleur moment pour mettre le paquet. Aujourd'hui, c'est peut-être pas non plus le meilleur moment pour mettre le paquet, mais c'est un bien meilleur moment qu'il y a 6 mois. Et c'est ça qui est important, parce que vous ne savez pas quand vous allez avoir le bottom. Donc, si vous avez des prix corrects maintenant, vous pouvez les prendre. Ce que montre le graphique qu'on a sous les yeux, c'est que le S&P 500 n'est pas si cher. C'est un graphique qui montre le prix des actions du S&P 500 par rapport aux estimations de bénéfices pour les 12 mois qui viennent. Si vous prenez la moyenne de cet indice sur 5 ans, vous la voyez en vert, en trétier vert, eh bien on est déjà bien en dessous avec le S&P 500. Et on est même à peu près au niveau de la moyenne à 10 ans. Donc vous n'êtes pas dans une zone d'ultra solde, mais vous êtes dans une zone plutôt correcte. Ça, c'est vrai pour le S&P 500. Il y a des actions, comme je vous l'ai dit, qui ont beaucoup plus baissé, beaucoup plus vite. Ce sont des actions de croissance et des actions surtout d'hypercroissance. Pour ma part, je reviens assez fortement sur les actions d'hypercroissance et sur les crypto-monnaies. J'ai continué à investir très régulièrement quoi qu'il arrive, mais j'avais freiné sur la croissance. Et maintenant, je reviens dessus. Je vous parlais de la négativité. Cathie Wood et ARK, vous en avez sûrement entendu parler. Vous en avez sûrement entendu parler en mal, évidemment, parce qu'elle a surperformé. On vous a présenté des graphiques en comparant Cathie Wood avec Warren Buffett et la performance, etc. Encore une fois, un tir facile, une cible facile, de la négativité. On vous présente ça comme une évidence, c'était une arnaque, etc. Méfiance, consensus, prenez une approche contrarienne. Réfléchissez à ce qui va se passer. Ce qui pourrait bien se produire, c'est qu'on va assister à une récession. Cette récession, elle va faire baisser la demande. Cette baisse de demande, elle va faire baisser l'inflation. Et cette inflation qui baisse va
permettre aux banques centrales, enfin, en fait les obliger, puisqu'il y aura une récession assortie, va les obliger à faire de nouvelles injections monétaires. Tout le monde va crier à la triche, évidemment, parce que c'est scandaleux, les injections monétaires, la planche à billets, etc. Mais on n'est pas là pour juger, on est là pour savoir ce qui va se passer, on va essayer de l'anticiper en tout cas, et c'est bien probable que ce soit ce scénario-là qui se passe. Si depuis 20 ans, vous avez des banques centrales qui font marcher l'économie à la planche à billets, quelle raison aujourd'hui vous avez de penser que ça va changer? Donc, quand ça arrivera et que les taux baisseront et que la liquidité reviendra et que l'économie en plus se sera adaptée, parce que dans la période qu'on vit actuellement qui est difficile, eh bien, l'économie s'adapte, la robotisation avance, les effets structurels sociaux comme la démographie qui est faible, comme les gens qui partent à la retraite, etc., comme les gains de productivité, comme les gains de productivité dus à la tech, tout ça continue d'avancer, vaille que vaille, eh bien tout ça, ça fera que ce sera un vent dans le dos très fort pour de la déflation plus tôt et un vent dans le dos très fort pour les dernières poches de croissance qui resteront dans le monde, qui seront probablement dans la tech et dans les actions de l'hyper-croissance. Tout ça, évidemment, c'est pas sûr. Je prétends pas avoir de boule de cristal. C'est juste mon point de vue. Je vais le confronter prochainement avec plein d'invités, puisque je tiens à recevoir des gens qui ont toutes les opinions sur cette chaîne. On a eu Clément Bourdi très récemment, mais j'ai déjà plein de rendez-vous prévus avec des gens qui ne pensent pas comme moi, avec des gens qui ont d'autres opinions. Et je vous invite à nous suivre parce que vous allez avoir un panel sur cette chaîne d'avis que vous ne trouverez pas ailleurs. Et c'est un peu mon but, c'est que ici on vous fournisse des informations objectives, variées, diversifiées pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. À la fin de la journée, c'est à vous de savoir comment vous voulez investir votre argent selon votre situation, selon votre propre opinion, sans vous fier seulement à moi, seulement à un autre gourou. À vous de vous forger votre propre opinion, à vous de savoir ce qui se passe. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous méfier encore une fois de toutes les évidences et de chercher plutôt à aller à l'inverse de la foule. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses sur la chaîne des investisseurs. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et puis de venir régulièrement voir ce qu'on vous propose sur les investisseurs.